Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Vous avez bravé l'ouverture des terrasses pour nous, pour participer à cette conférence sur la digitalisation, quels enjeux pour les PME, co-organisée avec la Chambre de commerce. C'est un tout grand plaisir de vous avoir. Mon nom est Christophe Barmand, je suis cofondateur de l'OICO qui co-anime, qui va co-animer ce petit moment de fin de journée avec vous. Et d'abord, pour commencer, on va laisser la parole à excusez-moi, avant d'introduire Alexandra, il faut encore que je vous donne les bonnes pratiques, mais vu que ça fait bientôt 13 mois que vous faites des webinaires, eh bien, c'est vrai que ces bonnes pratiques sont presque inutiles. Malgré tout, une chose intéressante avec les webinaires qu'on organise avec la Chambre de commerce, c'est qu'on va essayer avec les intervenants de répondre à vos questions pendant le webinaire. Donc pour ça, vous avez l'outil qui s'appelle Q&A ou Q&R, si vous avez l'outil en français, et vous posez vos questions. Évidemment, les conférenciers, pendant qu'ils ne sont pas dans leur conférence, vont essayer d'y répondre. Et puis, s'ils n'arrivent pas à y répondre pendant la conférence, eh bien, on prendra certaines de vos questions après, pendant la table ronde. D'accord. Toutes les questions qui ont été posées, auxquelles les panélistes auront répondu, eh bien, vous seront transmises dans un document après la conférence, 1 ou 2 jours après cette conférence, avec un lien également vidéo, donc du format replay. Pendant la table ronde, vous allez aussi pouvoir poser des questions en live. Donc, pour ça, il faudra lever la main. Ça ne sert à rien de lever la main. J'en ai vu une ou deux se lever pendant la phase d'introduction. Ça ne sert à rien de lever la main pendant les conférences parce qu'on ne va pas vous donner la parole. Merci Alexandra. Et en fait, on vous la donnera cette parole simplement au moment de la table ronde. Voilà, les présentations également, parce que souvent on nous pose la question, vous seront transmises. Et comme ça, je crois que j'ai tout dit en introduction et que je peux vraiment cette fois passer la parole à Alexandra Ries pour le mot de bienvenue. Salut Alexandra. Merci beaucoup Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un très grand plaisir, comme d'habitude, de co-animer, de co-introduire en ta compagnie, en celle de l'OICO, ce webinaire. La CCIG, et pour ceux d'entre vous qui sont membres, vous connaissez sans doute notre slogan par cœur, c'est assurer une économie forte, promouvoir les entreprises membres. Eh bien, la digitalisation, certainement que nous en serons encore plus convaincus à la fin de ce webinaire, est une manière de requinquer un grand nombre d'entreprises et de secteurs en ces temps pour le moins difficiles et troublés. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner une petite news de la maison, de l'institution Chambre de commerce avant de repartir dans la digitalisation. Un autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le développement durable. Et pour les malheureux d'entre vous qui n'auraient pas eu la chance d'assister à notre Assemblée générale en ligne, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons dès à présent disponible un service d'accompagnement aux entreprises en matière de développement durable, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire un diagnostic développement durable et ensuite poser les bonnes pierres sur votre chemin d'accomplissement, vous trouverez cette prestation auprès de la Chambre de commerce en diverses formules, soit en groupe, soit en individuel. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener sur notre page des services. Maintenant, Christophe, je crois qu'il est temps de retourner dans le monde numérique. Oui, merci Alexandra. En tant que président de la commission développement durable de la Chambre, je suis très heureux que tu aies passé ce message. Voilà, Curieusement, je m'en doutais un peu. écoute, on se connaît maintenant. Merci en tout cas pour ton bienvenue et puis on se retrouve tout à l'heure puisqu'on t'aura également sur la table ronde. Le déroulement de l'événement, eh bien, vous l'avez évidemment reçu. On se réjouit beaucoup. On a cet événement-là qui va se faire en 5 phases. Je ne vais pas évidemment dans les détails pour présenter ces entreprises. Elles se présenteront à vous et surtout les intervenants brillants se présenteront à vous. Donc, on a 2 spécialistes de domaine de la digitalisation suivis par 2 entrepreneurs qui vont, en l'occurrence, nous donner leur expérience de la digitalisation vraiment sur le terrain. Et donc, voilà, je ne vais pas trop m'étendre puisqu'ils vont se présenter, ils vont également nous faire part de leur expérience. Et puis d'abord, pour introduire, pour poser le sujet de la digitalisation, eh bien, j'accueille Aline Iso. Chère Aline, bienvenue. On est très, très content de t'avoir avec nous. Voilà. Ce que Merci je vais faire. Christophe.
Bienvenue. Ce que je vais faire, Aline, c'est que voilà, je vais te donner le contrôle de ta présentation. Et puis donc, the floor is yours, Aline. Merci. Alors, comme on m'a laissé, je vais déjà essayer de reprendre la main sur l'écran. Comme on m'a laissé 10 minutes, je vais essayer d'être aussi concise que possible et aussi exhaustive que nécessaire, comme le veut la formule consacrée. Et donc, je ne me présenterai pas parce que c'est totalement inintéressant et inutile. Par contre, je n'arrive pas à prendre la main sur la présentation. Alors, je vais te les donner, mais ce que je peux faire, c'est que je peux tourner la première slide pour toi, si tu le souhaites. Merci, très cher. Ça va Avec grand peut-être plaisir. m'aider. Voilà. Alors, incroyable. Alors, j'ai donc 10 minutes pour vous parler de la transformation digitale ou numérique. J'espère que ce que vous garderez en tête d'ici à la fin de ces 10 minutes, c'est que le numérique est évidemment non seulement un sujet économique, stratégique, comme la plupart sans doute, politique également et sociétal. Donc, pour entamer sur cette partie sociétale, je vais juste faire un petit retour en arrière, pardon, parce que ça me semble toujours important de remettre de la perspective si les slides veulent bien avancer, ce qui n'est pas le cas. Sinon, je mimerai mes slides, mais ça va être plus compliqué. Ah voilà, incroyable. Donc, l'idée de vous redonner une perspective historique sur la transformation digitale pour que vous puissiez avoir en mémoire qu'on est bien face à une révolution industrielle, mais qu'on est de loin pas face à la première et sûrement pas face à la dernière. Je vois qu'il y a vraiment un long moment de latence entre quand je parle et les slides, donc je vais essayer de synchroniser tout ça. Donc, la première révolution industrielle qui date de la fin du XVIIIe siècle, suivie d'une deuxième révolution industrielle qui date, elle, de la fin du XIXe siècle. Et enfin, les deux dernières qui se sont singulièrement rapprochées l'une de l'autre, puisque vous le voyez, on en a une qui est la révolution industrielle de l'informatisation qui est apparue dans les années 70, et puis enfin celle qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est apparue il y a quelques années, notamment sous l'influence du livre de Klaus Schwab qui lui était dédié. Alors évidemment, ces révolutions industrielles, elles ont pas mal de points communs. Je ne pourrai pas m'attarder sur les points communs puisque, je le rappelle, je n'ai que 10 minutes, mais je vais au moins vous parler des enjeux spécifiques de la quatrième révolution industrielle qui est celle qui nous préoccupe cet après-midi. Donc pour ce faire, j'ai pris quelques faits concrets afin qu'on puisse se projeter dans des éléments tangibles. Donc, par exemple, celui-ci, que je trouve assez interpellant. Alors, ça fait quelques années qu'on voit apparaître ce genre d'études où on se rend compte que ça fait déjà un petit moment, effectivement, que les métiers qu'on recherche à un instant T n'existaient pas il y a très peu de temps auparavant, ce qui n'était pas le cas avant. On avait une latence, évidemment, beaucoup plus longue. Alors, ce que ça induit et pourquoi ce fait, je le trouve intéressant, ça induit pour moi 3 éléments, en tout cas principaux, qui sont on forme aujourd'hui des gens pour des métiers dont on ne sait pas s'ils pourront les exercer et combien de temps ils pourront les exercer. En gros, quelle est leur obsolescence plus ou moins programmée à court, moyen et long terme. Le deuxième élément aussi lié à la formation qui est intéressant, ah, ma présentation s'anime toute seule. Le deuxième élément qui est aussi intéressant, c'est qu'à contrario, on ne forme pas encore des gens aux métiers qui sont les plus recherchés aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le moment où on forme et le moment où on aurait besoin de ces forces de production ou de réflexion dans les entreprises ou dans les organismes publics. Et puis, le troisième élément qui concerne peut-être davantage la partie RH, c'est-à-dire que quand on recrute, on continue d'avoir les mêmes mécanismes qu'avant. On va chercher des gens qui ont une expérience avérée dans un domaine donné. Or, je vous donne un exemple. Si vous cherchez un data scientist qui a 15 ans d'expérience dans le domaine de la pharma aujourd'hui, ça va être assez compliqué parce que soit il aura beaucoup moins d'années d'expérience dans un domaine qui n'est pas celui de la pharma, soit il aura juste beaucoup moins d'années d'expérience dans le domaine de la pharma. Donc, effectivement, on voit déjà quelques défis posés rien que sur l'aspect de la formation et de ces métiers. Un deuxième élément que je partage avec vous, donc j'ai pris un exemple qui est celui du classement du Fortune 500 américain, qui souvent sert de référence, qui classifie donc les entreprises à la plus grosse capitalisation boursière aux États-Unis. On voit que leur espérance de vie de ces grandes entreprises est passée de 75 ans à 15 ans en quelques années. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans le sens où, de tout temps, quand une entreprise n'innovait pas, elle était vouée à disparaître. Sauf que là, si on n'innove pas, on est voué à disparaître beaucoup plus vite que ce n'était le cas avant. Et puis, le deuxième élément qui est intéressant sur ce classement, c'est qu'en 25 ans, 50% du classement qui était donc là il y a 25 ans en arrière, les entreprises ne sont plus du tout présentes. C'est-à-dire que 50% des entreprises qui faisaient ce classement du Fortune 500 ont simplement disparu, remplacées
par d'autres entreprises qui n'existaient pas il y a 25 ans ou qui étaient plutôt en queue de peloton à ce moment-là, notamment évidemment les entreprises de la tech. Et puis enfin, le dernier point qui est plus proche de nous, que je tenais aussi à mettre en évidence, en lien partiel avec la digitalisation, ce que vous voyez à l'écran. Ce qui est intéressant sur cet élément-là, c'est qu'on se rend compte, et vous le verrez encore par la suite, que de plus en plus les entreprises parlent de besoin d'innovation pour rester compétitifs. Or, on consacre aujourd'hui énormément de ressources à essayer de se mettre en accord avec ce qu'on appelle la conformité ou la compliance, c'est-à-dire que moins ou plus on a l'impression qu'on perd le contrôle, plus on réglemente. Donc, on a une espèce d'inflation réglementaire du nombre de lois auxquelles il faut se conformer, ce qui mange dans les entreprises énormément de ressources, en plus de toute la bureaucratie que ça génère pour des PME qui souvent n'ont pas des ressources extensibles à consacrer et à l'innovation et à la partie conformité. Alors, je vous ai parlé de cette notion d'accélération, et puis c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on entend, mais qu'on a de la peine à quantifier tangiblement. Donc, j'ai essayé de mettre en évidence quelques innovations ou inventions technologiques qui ont jalonné notamment les 2 siècles derniers et celui qui nous concerne. Donc, vous allez retrouver des innovations de toutes formes, qui sont des innovations à des prix aussi différents, ce qui explique partiellement. Christophe, je te laisserai peut-être avancer parce que chez moi, ça ne fonctionne pas très bien. Je te remercie. Non, trop, tant pis. Donc, toutes ces innovations que vous voyez, dont certaines ont un prix relativement élevé, d'autres ont un prix plus bas, ont un point commun, c'est qu'elles ont mis un certain temps avant d'essaimer auprès de la population. Certaines, comme vous pouvez le constater, notamment avec la VHS, ont même quasiment disparu, ont eu un moment de gloire et puis finalement se sont révélées obsolètes, remplacées par d'autres innovations. Ce qui m'intéressait sur cette partie-là, au-delà du temps que ces innovations ont mis à pénétrer sur les différents marchés, c'est la partie du bas, c'est-à-dire celle où il n'y a pas de courbe et où on voit qu'il y a entre 10 et 20 ans de latence entre le moment où une invention ou une innovation arrive sur le marché et le moment où elle commence à essaimer plus largement. Pour diverses raisons. Un, parce que jusqu'à il y a encore pas longtemps, on était relativement réfractaire à changer nos habitudes. C'est-à-dire que quand vous étiez habitué à vous éclairer à la bougie et que l'électricité arrive, vous aviez plutôt tendance à laisser les autres plus courageux essuyer les plâtres et puis voir quelles pouvaient être les conséquences négatives avant de vous y mettre vous-même. Et puis, il y avait effectivement un facteur prix qui intervenait aussi, c'est-à-dire que ça pouvait coûter relativement cher de passer d'une technologie à une autre. Et d'ailleurs, vous le constaterez en voyant cette latence de 10 à 20 ans, que quand on prend des industries comme l'industrie de la pharma ou l'industrie des machines, par exemple, elles ont des cycles d'innovation encore aujourd'hui, hors Covid, qui sont plutôt étalonnés sur cette latence-là, c'est-à-dire entre 10 ou 20 ans pour un cycle d'innovation pour sortir un nouveau produit ou un brevet dans la pharma plus spécifiquement. Ce qui a drastiquement changé avec ce qu'on continue d'appeler les nouvelles technologies, plus si nouvelles que ça, mais néanmoins, il faut bien les distinguer. Christophe, tu peux y aller cette fois-ci. Que ce soit pour la partie des applications, des supports ou pour l'écosystème qui gravite autour, c'est qu'on a ce temps de latence qui a complètement disparu. Là aussi, pour diverses raisons. Donc, vous le constatez au quotidien. Un, les prix n'ont pas cessé de baisser au cours des dernières années. On ne va même pas parler du prix d'un ordinateur dans les années 70 et le prix d'un ordinateur aujourd'hui. Mais au-delà de ça, quand vous possédez un ordinateur aujourd'hui et qu'on vous propose de mettre à jour votre système d'exploitation, c'est quelque chose que vous allez faire très naturellement, tous les 3 mois, tous les 6 mois, sans même vous rendre compte que ça constitue déjà en soi une amélioration du programme sur lequel vous travaillez. Donc, il y a une espèce d'innovation continue qui vient jalonner notre quotidien, sans compter l'innovation dont on est nous-mêmes friands, qui peut être une innovation simplement design, comme c'est le cas par exemple pour les téléphones portables, ou soit vous changez de téléphone parce que l'ancien avait les angles arrondis, les angles carrés, puis là vous voulez des angles arrondis, soit simplement vous changez contraint parce que le système d'exploitation de votre téléphone portable avant dernière génération ne vous permet pas d'utiliser les dernières applications sur lesquelles vous aimeriez partager ou interagir avec vos collègues, vos amis, etc. Donc, on a cette poussée d'innovation continue tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 9 mois, tous les 12 mois. Et c'est évidemment extrêmement compliqué quand vous êtes une entreprise et que vous travaillez dans du dur de suivre ce rythme d'innovation. Donc, on est obligé de trouver d'autres formes d'innovation, qu'elles soient sur la partie justement design ou sur de la partie plus soft que celle sur laquelle on avait l'habitude de travailler sur les décennies précédentes.
Alors, il y a cet aspect d'innovation technologique qui compose la transformation digitale, mais pas que. Et j'ai voulu résumer ça en 6 axes. C'est vrai que c'est important quand même d'avoir une définition commune quand on parle de transformation digitale. On entend beaucoup de choses, on confond aussi beaucoup de choses. Donc, les 6 axes sous lesquels je vous propose de prendre cette notion de transformation digitale, c'est le premier axe, celui dont on parle le plus souvent et avec lequel on fait le plus souvent l'amalgame quand on parle de transformation digitale, c'est la notion d'automatisation ou de digitalisation qui va surtout concerner le fait de digitaliser une partie des process ou des tâches dans l'entreprise. Donc, ça se cantonne quand même à une partie de l'activité de l'entreprise. Un deuxième élément qui va aussi être impacté par la transformation digitale et qui devrait même être a priori au centre de la transformation digitale, c'est l'expérience qu'on va vouloir délivrer. Alors que ce soit une expérience au client externe, au consommateur, au client interne, aux collaborateurs. Et là, il faut éviter les trop grands écarts entre ce que vous fournissez à vos collaborateurs et ce que vous fournissez à vos clients. Parce que si vous êtes capable de le faire pour les uns, vous devriez être capable de le faire pour les autres aussi. Et puis, une expérience qui peut même s'adresser aux citoyens. Le troisième aspect, c'est l'aspect des médias. On a tous, depuis 20 ans, considérablement changé notre façon de communiquer et de consommer de l'information. Alors, ça a changé les rapports de force, ça a changé aussi la capacité qu'ont les uns ou les autres à pouvoir se mettre en avant eux-mêmes comme moyen de communication. Mais c'est effectivement aussi un des aspects importants de cette transformation digitale, c'est le changement du rapport de force entre l'émetteur et le récepteur. Le quatrième enjeu dont vous entendez tous parler, probablement, si ce n'est au quotidien, au moins chaque semaine, c'est la notion des données. Alors, quand on parle des données, on ne parle pas de n'importe quelles données, on parle de données structurées, dans une architecture conçue pour spécifiquement alimenter des intelligences artificielles ou des algorithmes, parce que si vous avez juste des données et que vous n'en faites rien, ça n'a pas beaucoup de valeur en soi, donc pas de valeur intrinsèque. Par contre, suivant comment on les exploite, au service de quoi on les met et quelle valeur on crée, évidemment que ça va apporter une valeur supplémentaire, que ce soit à votre entreprise, au service, au produit et évidemment, in fine, aux clients, aux collaborateurs ou aux citoyens. Un aspect qui est évidemment directement relié à cette notion de création de valeur dont je vous parlais, c'est la notion du modèle d'affaires. On ne peut pas faire une transformation digitale sans repenser ou en tout cas challenger la façon dont on gagne de l'argent, la façon dont on gère ses marges, ses coûts et ce que la transformation digitale va apporter ou enlever en matière de modèle d'affaires. Et tout ceci ne peut pas fonctionner, et j'insiste vraiment là-dessus parce que généralement c'est le parent pauvre de la transformation digitale, tout ceci ne peut pas fonctionner si on n'a pas une organisation qui est adaptée à l'ensemble de ces changements et de ces transformations qui composent la transformation digitale. Donc il est évident que pour pouvoir réussir cette transformation digitale, il faut que l'organisation de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, soit en adéquation avec le fonctionnement de la transformation digitale que vous allez mettre en place ou de l'architecture des systèmes que vous allez mettre en place. Cette notion de modèle d'organisation, elle va aussi de pair avec la culture. Christophe, je te laisse passer à la slide suivante. Merci. Alors, je tiens aussi à insister là-dessus sur un aspect, parce qu'on entend beaucoup parler de cette notion de culture digitale, et puis généralement, on l'attribue à une génération qui est la génération au mieux Y, Z, et un peu X, mais tous ceux qui sont avant ne seraient pas conformes à cette culture digitale. Donc, c'est totalement faux. Cette culture digitale, elle a des codes, elle a des usages et des comportements spécifiques, c'est vrai, mais je pense que vous le constatez tous les jours, quand il s'agit de choses qui sont importantes pour nous, comme d'aller réserver un voyage ou de prendre un billet pour les CFF ou d'autres choses essentielles, on arrive très bien à se débrouiller pour s'onboarder tout seul. Et paradoxalement, quand on se retrouve avec notre casquette de collaborateur, eh bien là, on a besoin d'un peu plus d'accompagnement pour se faire aux outils ou aux applications de l'entreprise ou aux outils métiers. Donc, il y a parfois aussi une différence entre notre façon de percevoir cette culture digitale en tant que consommateur ou en tant que collaborateur. Et puis, en tant que citoyen, on rajoute des dimensions supplémentaires, puisque là, on va aussi avoir à cœur de se préoccuper de sujets, en tout cas suivant la culture qui est la nôtre, de sujets comme l'éthique, la gestion de nos données. Enfin, voilà, on va ajouter des dimensions qu'on n'ajoute pas forcément quand on est dans la peau du consommateur ou même celle
du collaborateur. Le but ou l'enjeu autour de cette culture digitale, c'est d'éviter absolument ce qu'on appelle le darwinisme digital ou l'électronisme ou encore l'analphabétisme numérique, c'est-à-dire de se retrouver avec une fracture entre des gens qui savent, qui sauraient gérer ces outils, ces applications et les enjeux qui vont avec, et tous ceux qui ne seraient pas adéquats ou suffisamment compétents pour pouvoir prendre ce sujet-là en main. Comme c'est une culture, c'est évidemment un sujet transversal à toute l'entreprise et on revient sur cette dimension d'organisation. Christophe, je te laisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Donc, même si je n'ai rien contre le fait qu'on mette en place un Chief Digital Officer ou un département dédié, à terme, si le travail est bien fait, ce sont des fonctions qui devraient disparaître, puisque comme c'est une culture, tu peux encore aller plus loin, Christophe, comme c'est une culture, ça doit être totalement transversal à l'entreprise et ça doit évidemment aller de tout en bas à tout en haut et vice-versa. Donc, depuis le collaborateur... Trop vite. Depuis le collaborateur à la logistique jusqu'aux membres du conseil d'administration, en passant bien évidemment par les différentes fonctions qui composent le comité de direction, tout le monde devrait se sentir concerné par cette transformation digitale en la mettant en rapport avec la stratégie de l'entreprise. Et à partir du moment où on la met en rapport avec la stratégie de l'entreprise, elle devrait faire du sens. Donc, elle peut être incarnée, mais ce n'est évidemment pas une nécessité. Donc, les personnes qui viennent et qui me disent « mais nous, on n'a pas les moyens d'engager un Chief Digital Officer », bah, ce n'est pas grave, simplement vous allez le porter vous et c'est quelque chose qui devra être infusé et transmis à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Maintenant, quand on dit ça, ça veut dire que la première chose qu'on doit faire avant de réfléchir à sa transformation digitale, et plus on monte dans la pyramide de l'entreprise, plus c'est quelque chose qui est important et qui est confrontant aussi, c'est de se transformer soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer l'entreprise si soi-même, on n'est pas prêt à changer ses habitudes, ses réflexes et sa façon de considérer la façon dont on travaille et sa propre activité et son entreprise. Tu peux passer à la slide suivante, Christophe. Merci. Donc, se transformer soi-même, ça veut dire en premier lieu être curieux, donc être ouvert sur ce qui se passe. Si on commence en disant, je vais parler un peu crûment, mais TikTok c'est de la merde ou je ne crois pas du tout à tous ces outils, c'est déjà assez mal parti. Donc, c'est important d'être curieux et ouvert et d'expérimenter soi-même, quitte à après se dire, OK, ben, finalement, ça n'amène pas de valeur ou je ne vois pas la valeur que ça peut amener aujourd'hui, mais d'expérimenter les outils, d'expérimenter les usages et surtout d'essayer de voir les enjeux qui sont autour de ces outils et de ces usages et de comment finalement dans une entreprise on peut s'approprier ça de façon, encore une fois, à créer de la valeur. Tout en gardant alors cette curiosité, c'est aussi important de développer un sens critique, c'est-à-dire d'être ni un technophile convaincu qui pense que tout ce qui est numérique est génial, ni d'être un technophobe, c'est-à-dire que tout ce qui est numérique serait bon à acheter, mais d'être capable de trier entre ce qui fait du sens et ce qui n'a pas vraiment de valeur, aujourd'hui en tout cas pour votre entreprise, mais qui en aura peut-être demain, donc à continuer à surveiller. Au début de ma présentation, vous l'avez peut-être remarqué, j'avais mis un titre qui était l'art de la guerre, parce qu'effectivement, à partir du moment où on est sur un sujet qui est à la fois économique, politique, sociétal, culturel et stratégique, on est dans une forme de guerre. Et je terminerai ma petite présentation de 10 minutes avec une citation du grand philosophe Clint Eastwood que j'adore, et qui dit que le monde se divise en deux catégories, ceux qui tiennent un pistolet chargé et ceux qui creusent. Et j'espère juste que ceux qui tiendront un pistolet chargé dans les prochaines années ne seront pas que les Américains et les Chinois. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Charline. Passionnant pour en parler des heures. Et en tout cas, un grand merci d'avoir fait ce balayage, d'avoir fait le lien avec le passé, évidemment, et puis d'avoir donné quelques clés de la compréhension de ce qu'est la digitalisation au sein des organisations. Je vais passer la parole maintenant à Jérôme Berthier. Jérôme, voilà, est-ce que tu es parmi nous? On se réjouit de te voir. Voilà. Et est-ce que tu peux activer ta caméra et ton micro? C'est tout bon. Bienvenue, cher Jérôme. Voilà, je te laisse peut-être te présenter et puis la parole est à toi. Super, merci Christophe. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là ce soir pour discuter de la digitalisation, on va dire, des PME, parce que c'était mon leitmotiv quand j'ai créé DeepLink, qui est une startup basée à l'EPFL. Et voilà, moi je suis expert en intelligence artificielle et j'avais ce motto là qu'on voit, c'est que la digitalisation et l'intelligence artificielle, c'est pas que pour les grandes entreprises. Et ça, j'en reste convaincu.
il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est chez vous, elle est partout. On ne se rend même pas compte qu'on l'utilise typiquement dans les anti-spam, dans votre GPS, quand vous allez sur Netflix ou peu importe, vous demandez une nouvelle série, ben voilà, vous avez de l'intelligence artificielle tous les jours avec vous. Et c'est clair que c'est quelque chose qui va arriver dans vos entreprises. Et surtout, ça va devenir, comme on dit un peu dans le jargon, du commodity, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être courant et ce serait idiot de ne pas pouvoir en profiter. Pour commencer ce petit talk sur la digitalisation et l'intelligence artificielle, et puis on m'a demandé de travailler un peu sur le service client, je me suis dit que j'allais vous prendre un cas réel, un cas un peu personnel, et je vais vous raconter une histoire, celle de mon père qui est entrepreneur, qui a une toute petite structure, c'est un artisan, et il y a 4 ans en arrière, à peu près 4-5 ans en arrière, on discute, puis je lui dis, mais écoute papa, tu devrais avoir un site web. Donc lui, il fait de l'automatisation des portails, des contrôles d'accès, des portes automatiques, choses-là. Donc vraiment un artisan. Puis il me dit, écoute Jérôme, un site web, pourquoi faire? Moi, j'ai toujours fait du commerce depuis 30 ans comme ça avec mes clients, de bouche à oreille, j'ai pas besoin. Puis je dis, oui, mais bon, il y a une nouvelle génération, typiquement, si moi je devais choisir quelqu'un pour automatiser ma porte de garage, j'irais sur Internet et je chercherais. Sur ce, bon an, mal an, il dit, ok Jérôme, je te crois, donc je vais faire ce site web. Donc il fait ce site web. Et quelques mois après, il m'appelle, il me dit, dis donc Jérôme, ton histoire de site web, c'était très intéressant. Mais alors maintenant, je suis noyé sous les demandes, quoi. Et oui, la digitalisation, c'est aussi ça. C'est-à-dire que du moment où vous êtes digitalisé, vous êtes accessible en fait par beaucoup de personnes sur le web. Et donc, il s'est dit, mais avant, quand j'allais voir un client, souvent il m'appelait et 98% du temps, je signais le contrat parce que c'est une histoire d'homme qu'on avait comme ça et voilà, on était là. Là, il dit, c'est plus que des humains, c'est aussi des gens qui me contactent en permanence pour avoir des devis, pour faire des comparaisons, etc. Des gens que je ne connais pas, des gens qui sont même dans les 4 coins du monde. C'est devenu un peu fou. Et puis, il y a 2 ans, mon frère est venu rejoindre mon père pour reprendre l'entreprise. Et puis, ils se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. Alors, on avait fait un premier pas sur ce qu'on pourrait appeler la digitalisation. Et on ne parle pas de transformation digitale, on parle vraiment de digitalisation. Je reprends ce qu'a dit Aline. Mais il fallait aller l'étape plus loin. Et ils ont décidé d'automatiser les devis, c'est-à-dire comment on fait les devis. Et là où mon père passait 3 jours pour faire un devis, ils ont réussi à réduire ce temps en quelques heures, ce qui a permis de combler le gap qu'ils avaient avec les demandes qu'ils recevaient, étant submergés, et pouvoir apporter beaucoup plus de projets à leurs clients. Alors, ça a eu un succès, parce qu'ils sont passés de 4 à 7 personnes, donc voilà, c'était intéressant. Ça a amené beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais ça a amené aussi un autre point important, c'est que ça a amené beaucoup plus de services clients, en tout cas de hotline, auprès des clients qui existaient. Pourquoi? Parce que les clients ont commencé à poser plus de questions. Et puis, on est face à une problématique de PME, de petites entreprises, dont certainement vous vivez aussi, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens, de dire je vais embaucher plein de gens pour continuer à faire une hotline, pour répondre aux clients. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'ils se relaient entre la secrétaire, eux, pour répondre le maximum aux clients, avec la problématique d'à chaque fois être interrompu dans ce qu'ils font. C'est une problématique que j'ai déjà aussi découvert avec des autres startups à l'EPFL en discutant avec elles, qui m'expliquaient qu'elles ont carrément fait des tournus dans l'entreprise où une journée par semaine, quelqu'un est responsable de répondre au téléphone. Parce que, évidemment, ça prend du temps. Donc, la prochaine étape qu'on est en train de discuter avec mon père et mon frère, c'est de mettre un assistant virtuel, donc un employé virtuel, on va dire un assistant virtuel, un petit robot pour répondre aux clients. Alors, c'est quoi un assistant virtuel? Si j'arrive à faire bouger le slide. Voilà. Donc, un assistant virtuel, c'est un petit programme informatique qui utilise l'intelligence artificielle pour comprendre ce que nous demandent les clients. Donc, les clients parlent avec alors soit par voix, soit par écrit, mais parlent à un robot et le robot lui donne des réponses. Alors, ce n'est pas magique, ça ne va pas répondre à 100% des réponses, mais ça répond quand même à un grand nombre de réponses. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est disponible dans plusieurs langues, ça discute le langage naturel, on va dire, et puis c'est une hotline, on va dire, pour aller répondre aux questions des clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour une petite entreprise comme mon père? Ça veut dire que, par exemple, sur les devis,
ils vont pouvoir, un client pourrait chatter avec un chatbot, communément appelé un chatbot, c'est l'assistant virtuel, pour, par exemple, commencer à présélectionner leur devis, présélectionner leur demande. Typiquement, vous cherchez plutôt quoi? Une porte de garage, un portail, alors un portail, plutôt coulissant, plutôt battant, alors coulissant, etc. Quelle longueur, voilà. Et on peut commencer à pré-faire le devis avec le client, ce qui permet de gagner énormément de temps. Ça permet aussi, par exemple, dans leur domaine des portails, les gens demandent des petites télécommandes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils appellent, du coup, il y a une discussion qui enchaîne, etc. Là, ils pourraient faire une demande via le chatbot. Puis une demande qui serait cumulée, puis à la fin de la journée, mon frère ou mon père pourrait prendre cette liste et puis envoyer cette commande ou recontacter le client, mais à un moment où ils ont décidé eux, qui leur permet de pouvoir finir une tâche et se consacrer à celle-ci. Alors, c'est très utile. Vous pourriez me dire, oui, vous pourriez avoir un shop online. C'est une possibilité aussi. C'est d'autres technologies de digitalisation. C'est-à-dire aussi mettre un système de paiement en ligne, etc. C'est autre chose. Étant donné que je suis expert en chatbot et intelligence artificielle, j'aurais plutôt proposé qu'on travaille sur ce sujet-là. Et surtout, c'est que j'ai un retour de ce que l'on appliquerait pour eux, qui est une toute petite entreprise, c'est ce qu'on applique aussi pour des grosses entreprises, comme par exemple, nous travaillons avec un revendeur en ligne qui fait la demande, ou quand vous voulez faire une demande de duplicata de facture, vous pouvez le faire directement via le chatbot. Pourquoi? Parce que ce vendeur en ligne, lui, souhaite plutôt personnaliser leurs réponses qu'ils font à leurs clients. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que vu qu'ils avaient beaucoup d'appels, à chaque fois que les personnes faisaient la réponse automatique, enfin la réponse pour répondre aux clients, ils se retrouvaient perturbés, interrompus par le téléphone, il fallait prendre le téléphone qui sonne. Et vous savez bien, si vous êtes en train d'écrire un email ou en train d'écrire un dossier et que le téléphone sonne, pour replonger dans l'email ou dans le dossier, ça prend toujours du temps. Donc, c'est très chronophage. Là, avec notre chatbot, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent le soir les 150 visites qu'ils ont eues par jour sur le chatbot, parce que c'est ça les ratios dont on parle, 150 visites, ils reçoivent une listing, puis ils disent, voilà, aujourd'hui, j'ai 12 factures à envoyer à telle personne, donc je peux personnaliser, me concentrer sur ces choses-là. Et puis, c'est vrai que quand on parle de ces hotlines, je vais vous donner encore quelques chiffres. On travaille aussi, par exemple, avec la Caisse des médecins. Pour eux, c'est très utile parce que les médecins sont souvent des gens qui sont pressés, qui veulent avoir une réponse rapidement. Et puis, avec le Covid, qui ont bien connu la période, c'était très compliqué. Et donc, ils ont mis ce chatbot en place pour afin d'avoir une réponse rapide. On a aussi, par exemple, mis un chatbot, en tout cas pour digitaliser cette partie service client, on va dire, pour les cantons de Genève, canton de Vaud, pour répondre aux problématiques, notamment du Covid, sur les restrictions sanitaires, sur les APG, sur les RHT, etc. Et au pic de la pandémie, donc en mars, quand on a commencé à avoir toutes ces problématiques, car maintenant ça devient malheureusement monnaie courante, donc on commence à connaître. Mais à l'époque, quand les premières sont arrivées, c'était compliqué et on a eu des pics jusqu'à 500 visiteurs différents par heure. Donc, imaginez s'ils avaient dû mettre en place une hotline pour répondre à 500 personnes par heure, c'était juste impossible. Donc, voilà un petit peu les métriques, les choses que l'on peut faire avec une relation client via un chatbot. Donc, je ne voudrais surtout pas dépasser le temps, donc j'essaye de gagner un peu de temps. Donc, c'est vrai qu'un chatbot, Christophe, si tu arrives à pousser le slide après, merci. Oups, voilà. Donc, les bénéfices d'un chatbot, donc de cette partie service client en ligne, c'est que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça permet de répondre à 12, 15, 20 langues différentes, donc c'est quand même très intéressant. On l'a vu pendant le Covid, toutes les nouvelles initiatives qui étaient de click and collect. On a vu à Genève, il y avait énormément de cette chose-là, mais sur un site web, on peut le faire avec un chatbot. Et aujourd'hui, plusieurs études montrent que la moitié des clients sont prêts à acheter directement via un chatbot. Donc, ça permet quand même aussi de monétiser la transaction et puis de pouvoir aller plus loin. Tout à l'heure, Aline parlait des données. Ça permet aussi de collecter peut-être des données pour mieux comprendre ses clients afin d'être plus pertinent sur la façon que l'on a de répondre à nos clients. Quelque chose de très important, c'est le temps. On se rend compte que, en fait, quand vous appelez une hotline, vous attendez à peu près, normalement, l'être humain est prêt à attendre 5-6 minutes. Et puis, la plupart du temps, on voit qu'on attend 15 minutes, 20 minutes. Vous avez déjà certainement fait l'expérience. C'est quelque chose d'horrible qu'on aimerait bien bypasser. Et puis, sur les chatbots, on sait qu'on arrive à répondre en 45 secondes. Voilà. Donc, c'est à peu près 5 fois plus rapide que ce que
l'être humain est capable d'attendre. Donc, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Et puis, je vous ai juste mis une petite notion parce que souvent, on me dit, mais combien ça coûte un chatbot finalement? Finalement, c'est un quart de salaire annuel à peu près. Donc, ça reste quand même quelque chose de tout à fait accessible pour une de PME qui se dit, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir ce service client qui me prend énormément de temps. Je vais pouvoir l'automatiser et puis mettre ça en place. Donc, voilà un petit peu le retour d'expérience que l'on a sur cette digitalisation du service client. Christophe, je crois que j'ai réussi à être dans les temps. Donc, Merci Jérôme, merci, c'est remarquable, effectivement, c'est office timing là, voilà. Non, en tout cas, un tout grand merci pour ce partage d'expérience. On a des questions hein, et c'est vrai que j'aurais dû le répéter avant. Vous pouvez poser vos questions et puis les conférenciers eh bien, vont essayer d'y répondre en temps réel. Notamment, il y a une question pour toi sur le coût. Tu as partie répondu parce qu'elle a été posée juste avant. Je crois que tu donnes la réponse par Todocom. Voilà. Et puis, donc, n'hésitez pas à en poser. Les conférenciers vont essayer d'y répondre. Et de nouveau, s'ils n'y arrivent pas, eh bien, on prendra les points à table ronde. Merci Jérôme. À tout à l'heure. On se à tout à réjouit l'heure. de te revoir. Alors, on accueille avec plaisir. On va passer maintenant sur la partie plus partage d'expérience hein, d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Paul Charmillot. Il est fondateur et CEO de Magic Tomato. Est-ce que Paul, tu peux activer ta caméra et ton micro pour qu'on puisse te voir? Ça devrait être bon. C'est parfait. Ok. Bienvenue, cher Paul. On est très content de t'accueillir. Magic Tomato, on vous voit partout. Hein. On vous voit sur les grandes affiches à Lausanne et ça. Donc, évidemment, on se réjouit beaucoup que tu nous expliques comment tu en es arrivé là et puis qu'est-ce que la digitalisation, finalement, a apporté à ton aventure. Digitalisation qui est au cœur hein, de ce que vous faites depuis le début, avec beaucoup d'humains, beaucoup de choses. Oui. Paul, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. C'est une thématique qui me tient à cœur et ça me fait plaisir un peu de partager notre expérience et puis un peu ce qu'on a vécu en tant que startup. Donc voilà, je suis Paul, le créateur de Magic Tomato, le super-héros qui vous sauve de la malbouffe en vous amenant des bons produits locaux directement chez vous le jour même. Quand j'ai commencé Magic Tomato, j'avais une envie un peu de repenser le modèle de distribution alimentaire qui me semblait illogique et peu durable. Et puis aussi un peu d'avoir un secret espoir qu'on peut, juste en faisant ses courses, avoir un impact plus positif sur notre monde. Concrètement, ça a pris la forme d'écosystèmes. Actuellement, on en a 3, donc un dans la région Genevoise-la-Côte, un autre dans la région Lausanne-Riviera et dernièrement un à Berne, tentative de l'autre côté du Rösti-Graben, et qui représente à peu près 180 artisans en tout. Et c'est des écosystèmes distincts. Donc, vous ne retrouvez pas les mêmes produits, pas les mêmes artisans. Donc, à chaque fois, un nouvel écosystème autour de 25 km. Derrière aussi, il y a une démarche vraiment d'impact positif. Donc, on en a 3 majeurs. C'est d'éliminer le gaspillage alimentaire à l'échelle du détaillant. Il faut savoir que chaque supermarché en Suisse génère 26 tonnes de nourriture. On l'a presque éliminé. Deuxième point, c'est vraiment d'éliminer au maximum les emballages et emballages plastiques. On estime avoir réduit de 90%. On veut aller plus loin, bien entendu. Et le dernier, le principal, c'est vraiment de réallouer ce chiffre d'affaires des courses qu'on fait de toute manière chaque semaine, mais de le réallouer dans notre région pour pérenniser des filières indépendantes. Donc, nos artisans sont indépendants, les producteurs sont indépendants, et puis ça rejaillit en fait sur toute la chaîne de valeur. Et c'est ça qui nous a permis notamment d'avoir le prix de l'éthique suisse en 2019 et puis d'être certifié Bicorp, si ça vous parle. L'idée aussi derrière concrètement du service, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'idée de faire ses courses complètes en produits frais. Vous allez jusqu'à midi et vous êtes livré l'après-midi ou le soir même. Les produits sont préparés à la minute comme au marché, donc le gruyère à la coupe. Et croyez-moi, ça change le goût. Et c'est aussi toutes ces choses qui sont positives pour le consommateur, qui ont aussi un impact durable. Et j'y reviendrai, qui ont été rendues possibles par l'aspect digital du concept. Ça aurait été assez compliqué de faire ça avec des petits carnets de lait, mais c'était possible parce qu'on a il y avait une partie de ça au début. Donc aujourd'hui, comme je disais, je voulais vous partager un peu notre expérience, le lancement et aussi un peu les limites. Par contre, je crois fermement que le digital, c'est un outil magnifique en fait pour lancer des startups et surtout pour essayer d'avoir un impact durable dans notre société en repensant les connexions qu'on a, en recréant des nouveaux services qui utilisent des choses existantes, ce qu'on a fait.
et d'amener un peu plus de durabilité dans notre monde. On entend souvent parler d'ubérisation. Je pense qu'elle peut être utilisée aussi à bon escient. Ce n'est pas forcément les modèles américains qu'on a vus, j'ai rien contre ces modèles, mais c'est le fait de se dire, OK, on a des belles technologies, on peut repenser les flux et les connexions, comment on l'utilise pour avoir un impact positif au lieu de juste maximiser le profit. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et mis bout à bout, on peut avoir beaucoup de démarches qui vont rendre la société plus positive. Alors, pour revenir sur Magic Tomato, je vais me faire un peu taper sur les doigts par les organisateurs, mais en fait, mon idée à la base, ce n'était pas du tout de faire un e-commerce. Moi, je suis plutôt quelqu'un de gourmand et qui aime bien manger. Et je me rendais compte que j'allais chez les artisans que quand je suis en vacances ou en week-end en Valais. Donc, je me suis dit, mais ce n'est pas normal. Pourquoi moi, je finis dans les stations-service à faire mes courses? Pourquoi finalement, je me nourris de façon étrange, faute de temps? Donc, ma démarche était plutôt de dire je veux des bons produits locaux, frais du jour et quelque chose vraiment qui soit facile. Et puis, en fait, le digital, c'était la solution en fait, pour dire OK, tiens, ça doit prendre la forme d'un e-commerce, ça doit prendre la forme d'automatisation entre les flux d'informations entre les artisans et les autres. Et c'était vraiment, pour moi, c'est un outil qui m'a permis de coordonner les acteurs présents, d'accélérer la communication pour faire ça rapidement et puis de décentraliser le stockage. Par exemple, c'est un des points, j'ai envie de dire, qui fait qu'il n'y a pas justement de gaspillage alimentaire. Si on reprend la logique du supermarché actuellement, c'est vraiment un modèle de l'ère fossile. On est encore dedans, mais on va peut-être bientôt voir la fin. Mais c'est l'idée de mettre toute cette nourriture en un lieu et tout le monde prend sa voiture pour aller dans ce lieu, puis repart chez soi. Alors que nous, on prend les choses là où elles sont, on essaie de les faire bouger le moins possible. Et c'est nous qui bougeons en véhicule électrique pour l'amener chez vous. Donc, ça, dit comme ça paraît tout à fait logique. Mais en fait, ça, vous pouvez le répliquer dans de nombreux secteurs. On est encore dans des modèles de l'ère fossile, en fait, il y a 50, 60 ans, voire plus. Les premiers supermarchés, ça date des années 40, 50. Donc, peut-être le moment de passer à autre chose. Mais on voit que c'est des habitudes qui sont vraiment ancrées fortement. D'ailleurs, en Suisse, on n'a que 2% à 3%, même pendant la pandémie, des achats alimentaires qui étaient faits en ligne. Donc, ça reste 97% qui est fait de manière classique, juste pour vous donner un ordre d'idée. Il y a aussi du potentiel de changement qui peut arriver. Et ça, on le voit dans de nombreux secteurs. Je dirais, hormis l'habillement et les chaussures, qui sont quand même les produits et les livres, les produits les plus faciles à transporter. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui ne sont pas encore vraiment digitalisés ou mis au e-commerce. Donc, ça va aller gentiment, mais il ne faut pas non plus, je pense, s'agiter et dramatiser. Ça prend du temps. Et je dirais que nous, pour répondre à déjà une des questions, la pandémie, ce qu'elle nous a aidé, c'est qu'en fait, nous, on avait tout qui était en place. On avait une philosophie, un produit qui fonctionnait et un service qui était là. Et la pandémie, ça nous a fait connaître. Et du jour au lendemain, on a vraiment eu une vague. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'était de l'ordre de x5, x6. Donc, on faisait en un jour ce qu'on faisait en une semaine. Il a fallu appeler des amis, la famille, tout réorganiser. Et puis après, voilà, on a passé à cette étape-là. Mais nous, c'était vraiment un accélérateur. Parce que pour nous, le plus dur, c'était vraiment de convaincre de nous essayer et puis de changer un peu son habitude. Parce que oui, on ne va pas en magasin, et ce qui est le cas pour 97% des personnes. Donc, c'était le point. J'essaie de répondre un peu en question en même temps. Donc, désolé s'il y a des petits couacs. Donc, je vous disais, c'est un outil qui permet de se coordonner, de décentraliser le stockage. Et puis, pour continuer dans les certaines aberrations qu'on voit actuellement, enfin, le pire pour un légume, c'est d'être sous la lumière toute la journée et d'être tâté par des milliers de personnes. Alors, bizarrement, jusqu'à présent, ça ne posait pas trop de problèmes aux consommateurs vu qu'ils continuent à y aller. Mais oui, je reviens à la pandémie. Depuis un moment, là, on a un peu moins envie que son voisin et tout l'immeuble ait touché la tomate que vous allez mettre dans vos courses. Donc oui, ça a quand même mis en lumière qu'on préfère peut-être que les courses soient un peu protégées, que ça soit moins à la lumière. Et puis, c'est vrai que les fruits et légumes, justement, ils doivent être durs et résistants pour être touchés par les clients. Donc, on est vraiment rentré dans une démarche illogique où on change les produits pour qu'ils soient adaptés au fait d'être touchés, au lieu de se dire, mais on ferait mieux de ne pas laisser toucher les produits. Bref, je m'égare, mais c'est pour vous montrer que
le digital permet de repenser des business models et des choses qui semblent établies pour passer dans une nouvelle ère, pour on essaye de le faire. Maintenant, pour les artisans, ce que j'ai vu, il y a beaucoup de choses où on dit oui, il faut vous digitaliser, il faut aller de l'avant, etc. Mais concrètement, c'est très, très dur pour une personne qui est dans son métier ancestral. Je prends un exemple fromager. OK, son père était déjà fromager. J'ai envie de dire qu'ils sont un peu… ils ne suivent pas trop les révolutions industrielles. Le métier n'a pas fondamentalement peu changé. Le canal de vente change, OK, la carte de crédit, etc. Pourquoi pas aussi en ligne? Mais pour eux, le fait d'avoir un e-commerce, vraiment, c'est une démarche qui est très forte. Et je pense que pour moi, de ce que je vois, c'est comme je le comparais à ouvrir un magasin. Donc, souvent, en fait, la décision stratégique devrait être au même niveau. C'est de se dire, OK, est-ce qu'on veut maintenant ouvrir un nouveau magasin? Ou alors, limite, est-ce qu'on en ferme un pour ouvrir en ligne et on se donne les moyens? Pourquoi? Parce qu'il faut que l'e-commerce soit un minimum sympa pour les visiteurs, enfin, comme un magasin devrait être joli. Donc, ça, c'est un coût. Après aussi, il faut aussi qu'il y ait du trafic, parce que si vous avez un magasin, mais il n'y a personne dedans, donc il faut amener le chaland, ça réclame de la publicité, énormément de publicité. Et après, une fois que la personne est sur le site, il faut aussi l'accompagner. On en parlait avant avec les chatbots Jérôme. Nous, on n'est pas au chatbot automatique, mais on essaie d'être live un maximum. On répond en 2 minutes environ. On s'est dit que le week-end, on prenait un peu plus de temps, enfin, en tout cas le dimanche, mais on voit que c'est vraiment très important. On est vraiment devenu impatient, et moi le premier, donc c'est normal qu'on ait cette façon de faire. Mais c'est du coup ce qu'on attendra à un artisan qui se met en ligne. Et c'est là où il y a vraiment une déconnexion. Et nous, je pense qu'on a vraiment fait ce rôle d'être le bras en fait, digital des artisans. Et vu que notre démarche est durable, on fixe les prix ensemble, etc., c'est vraiment quelque chose de win-win. Et on voit que certains de nos clients, après, ils vont au magasin et vice-versa. Et en fait, ça crée une dynamique qui est vraiment hyper intéressante et cool. Et c'est ce qu'on essaie d'avoir et donc de continuer de faire vivre cet écosystème en accueillant de nouveaux artisans et en le répliquant en fait dans d'autres régions. Je réponds après aux questions parce que sinon, je n'y arriverai pas. Je reste un homme. Hein. Je n'arrive pas à lire. Je reviendrai sur l'aspect vraiment stratégique. Pour moi, c'est le même niveau de décision que de se dire, pour un artisan ou une PME, OK, est-ce qu'on veut se donner les moyens d'ouvrir un nouveau marché, d'ouvrir un nouveau magasin? Et en fait, c'est le même niveau de se dire, est-ce qu'on veut vraiment être présent au niveau d'un e-commerce, par exemple? Et là, je n'ai même pas parlé encore de l'aspect livraison. Parce que nous, ce qu'on s'est rapidement dit, c'est qu'en fait, pour la petite histoire, je pense qu'on était prêt sur la livraison avant le e-commerce, mais les deux, pour nous, sont devenus liés parce qu'on voulait que ça soit durable. On voulait que s'assurer que la livraison elle soit faite dans des conditions adéquates, justement pour ne pas tomber dans l'ubérisation. Donc, en fait, ça a amené un poids supplémentaire à gérer. Mais donc, c'est un aspect non négligeable. Disons que c'est la moitié du e-commerce. Donc, pour un artisan, c'est vraiment un investissement assez lourd s'il se dit qu'il veut tout gérer lui-même. Donc, on voit des démarches un peu qui arrivent. Certains vendent en ligne à travers des prestataires externes. Ça peut être aussi le bon compromis. Mais je reviens sur le fait qu'à un moment donné, c'est vraiment une question stratégique qui doit être posée et il faut se donner les moyens pour y arriver si on est décidé d'y aller. Je passe aux questions. On va te laisser peut-être répondre aux questions si tu veux en direct. Tu peux les écrire, puis on va reprendre sur la table ronde. Ok, ça marche. On passe la parole. Désolé. Non, mais pas de souci. J'ai trouvé une manière, je trouve tout à fait exceptionnelle ta capacité de présenter puis de répondre aux questions en même temps. C'était magnifique. Et puis c'est vrai qu'il y en a une qui me brûle la langue de questions, notamment en tant que président de la Fédération romande des consommateurs. Si vous le savez, c'est la question de la transparence des prix dans ton domaine, puisque la grande distribution, on parle beaucoup de transparence des prix. Et puis, je me réjouis de savoir comment tu réponds à cette question. Donc, essaie d'y répondre, bien sinon, on prendra ça sur la table ronde tout à l'heure. OK? OK. À tout de suite, Paul. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. On accueille maintenant Livio, Elia. Cher Livio, magnifique, bienvenue. On ne va pas refaire le partage d'écran parce que voilà, toi aussi, tu n'as pas de slide, tu es dans le partage d'expérience. Donc, Livio, je vais peut-être te présenter. Alors, toi, tu es évidemment plus dans le domaine industriel. Hein, donc, tu es un domaine de la grande distribution, on passe au domaine industriel. La digitalisation pour toi, pour vous, ce que ça a été. Et puis, évidemment, présente-nous un petit peu Escanazzi pour qu'on sache de quoi tu parles. Merci, Livio. À tout de suite. Merci toi, Christophe.
Et merci à vous toutes et tous de nous accorder cette opportunité de partager notre expérience. Je suis le directeur d'une société qui a été fondée en 1916 et qui est active à Carouge, et qui est active dans les outils de coupe. Alors, je pense que ça ne parle pas à tout le monde. Je parle donc des choses qui ressemblent à des fraises ou enfin des points de perceuse, etc. Pour nous, ce n'est pas tout à fait ça, c'est pour des machines hein, et surtout, on est actif dans le domaine de la micromécanique, en particulier ce qui est horlogerie, bijouterie, médicale, instruments de mesure, etc. C'est des choses qui sont bien dans l'esprit de l'industrie suisse. Alors, je rejoins la société en 2016 et à l'époque, on s'est posé la question, puisqu'on a vu un changement assez important, les métiers traditionnels arrivaient un peu enfin, dans une transition. Les gens ne restent plus toute leur vie dans le même métier, et notamment quand ils ont approfondi leurs connaissances dans les outils de coupe. Aujourd'hui, quelques années après, ils partent et la connaissance des outils de coupe chez les clients part avec. Et donc, on s'est posé la question, on dit que faire pour pérenniser la connaissance chez nous et chez les utilisateurs. Et voilà, bon, on parle de nouvelles technologies qui ne le sont plus du tout. À l'époque, c'était un peu plus encore en phase de devenir et on a vu ça comme une opportunité. On dit, si on mettait tout ça dans un outil qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et qu'est-ce qui nous a motivés à la base? C'était, on a quelque chose à raconter et on veut faciliter la vie des utilisateurs. Ceci dans le but d'améliorer le quotidien. Alors, on s'est vite rendu compte que quand on dit ça, améliorer le quotidien des utilisateurs, on se trouve en face de deux types d'utilisateurs. Déjà, les utilisateurs externes, c'est nos clients. Et là, bon, beaucoup de choses ont été déjà mentionnées. À l'époque, on avait un catalogue qui était papier et on s'est dit, si on mettait un catalogue en ligne et puis un catalogue feuilletable, et puis les clients nous demandaient, mais et si on pouvait faire des calculs, faire des sélections? Bon, bref, on a fait quelque chose qui a été déjà mentionné. On a mis en place une automatisation de la génie d'application. Jérôme a parlé tout à l'heure d'un chatbot. Nous, ce n'est pas tout à fait ça, mais on peut, via quelques clics, identifier, répondre, enfin, sélectionner des réponses et identifier des solutions. Le système, il y a un peu d'intelligence artificielle dedans. Le système vous propose déjà pas mal enfin, les solutions et éventuellement, si vous avez un compte ouvert avec nous, vous pouvez même passer commande. Vous avez les stocks en ligne, vous avez tous les dessins qui sont téléchargeables, etc. etc. Et puis, on avait bien évidemment les utilisateurs internes. Alors, les utilisateurs internes, avec qui on pouvait appliquer la même approche, et ce sont qui? Ce sont déjà nos collaborateurs et nos fournisseurs. Alors, déjà, ce petit premier changement, enfin, premier gros changement qui a été effectué, a déjà changé la vie de frontline, hein, des personnes, nos vendeurs, parce qu'ils ont vu passer leur temps de 80-20, 80% de temps à répondre à des questions tout venant, enfin de base, et 20% sur les projets, c'était l'inverse. C'est-à-dire on est passé à 20% de questions de base à 80% de projets. Et on a vu vite que on pouvait étendre ça à l'ensemble de nos collaborateurs, impliquer aussi nos fournisseurs dans notre démarche notamment bon, tout ce qui est production, hein, les ventes internes, mais aussi la recherche et développement, aussi même, c'était mentionné aussi, le département expédition, le magasin et tout ça, tout ça. Et donc, on s'est retrouvé à répondre par contre à une question, c'était que on disait, ouais, bon, ça serait intéressant, mais on n'a pas le temps. On est pris par le quotidien.
Et donc, l'objectif principal, c'était de dire, est-ce que les technologies nous aident à trouver du temps pour avoir du temps pour faire autre chose? Eh bien, la réponse, c'est oui. Et donc, on s'est lancé dans une action de dire, ben voilà, on va simplifier tous les parcours internes. C'est-à-dire que le premier objectif, ne plus avoir de papier. Et ça veut dire créer un database avec toutes les informations consultables en externe et en interne par tous les interlocuteurs pour qu'il n'y a plus à stocker de papier, à stocker des informations à des endroits différents, etc. etc. Alors, ceci, bon, à la fin, on se peut un peu poser la question, on dit, mais quelle est la finalité réelle? C'est-à-dire, et la finalité réelle, c'était de dire, on remet l'humain au centre. L'humain doit être tout à fait à l'aise dès qu'il arrive le matin jusqu'à la fin de la journée, s'il est présent sur le site, mais ça doit être la même chose même s'il se connecte à distance. Et donc, on a identifié deux choses. La première, c'était, bon, laissez-moi définir ça, le bien-être qui consiste en quoi? Consiste déjà, ce n'est pas exhaustif, mais ça représente quand même bien. Éliminer toutes les tâches répétitives, les tâches pénibles, les tâches qu'on peut quelque part automatiser. Et ça dégage déjà un peu du temps. Et après, donner aux individus des responsabilités qui sont identifiées et leur laisser l'autonomie. Et ceci a permis déjà de faire en sorte que beaucoup de propositions viennent des utilisateurs même et d'amélioration. Après, le contexte fait qu'il va falloir gérer un peu tous ces ressources et tous ces idées. Et là, j'ouvre la deuxième partie, c'est que en ayant du temps, on peut être plus créatif. C'est-à-dire qu'on sait que les humains, on a besoin de temps pour être créatif, on n'est pas créatif tous les jours de la même manière. Et donc, il faut pouvoir automatiser tout ce qui est automatisable et essayer d'utiliser le temps qui est dégagé pour concrétiser des idées et surtout travailler ensemble, travailler avec des équipes qui sont multifonctions et développer plus cet aspect transversal qui permet d'aller plus vite et surtout mettre à point des outils qui sont efficaces et qui permettent aux utilisateurs de trouver l'intérêt de nous consulter. Alors, je parle là aussi du fait que l'R&D est une R&D qui est devenue une R&D à 360 degrés. Il ne s'occupe pas que de développer des nouveaux produits, mais aussi de comprendre comment faire en sorte que ces produits soient plus efficaces, soient moins gourmands énergétiquement, avant et après, comment le plastique peut être éliminé aussi et ou peut-être recyclé, comment introduire des l'IA pour nous réduire tous les temps de contrôle, etc., etc. Ce que nous a valu aussi la possibilité d'améliorer notre impact carbone. Cette année, en 2020, on a été primé par la SIG comme la PME qui a su interpréter mieux la transformation énergétique. Il y a un article qui est apparu encore récemment. Ça, c'est juste un titre d'exemple parce que on s'est orienté vers beaucoup de possibilités. Et juste pour vous dire, on a aujourd'hui en permanence une vingtaine de projets qui sont gérés au niveau entreprise dans différents secteurs. Bien évidemment, avec des équipes qui, elles se forment en fonction des affinités, mais des opportunités. Il y a même des gens qui ont exprimé leur besoin de répondre des études et on les a aidés à le faire, et d'autres qui sont passés de tâches plutôt manuelles à peut-être, je prends l'exemple, à gérer. On a un robot humanoïde qui aujourd'hui exécute des tâches à longueur de journée et cette personne aujourd'hui gère cette partie qui est une tâche
je veux dire, de production. Alors, ceci me permet d'arriver au point auquel je tiens particulièrement, c'est gérer la transition. Alors, quand on approche le digital, qui reste un outil, il y a quand même une transition. Pas tout le monde peut être on board dès le départ. Il y a des gens aussi qui arrivent en fin de carrière qui n'ont pas forcément l'envie d'apprendre de nouvelles choses, mais il peut participer justement à ne pas perdre les connaissances, à transformer ces connaissances qui restent des connaissances humaines dans des connaissances qui sont basées, enfin, qui sont confiées au digital, pour que le patrimoine de connaissances ne se perde pas. Alors, et là j'arrive à la fin, les conclusions. Alors, tout évolue. On rentre, quand on parle de digital, on rentre dans un domaine où tous les 3 mois, je vais être très optimiste, mais c'est même plus court, les choses évoluent. Donc, ce qui n'était pas possible il y a 1 mois ou 2, c'est peut-être forcément possible aujourd'hui, peut-être demain. Donc, c'est très, très important de rester à l'écoute des besoins pour que des solutions technologiques puissent y apporter de la valeur ajoutée. N'oublions pas que ça doit rester un outil. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des personnes. La deuxième chose, c'est même les choses qui aujourd'hui paraissent compliquées peuvent s'y organiser. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé en Suisse, en Genève en particulier, énormément de choses via les startups. On a sans arrêt des échanges avec des gens de startups ou des startups plus consolidées, mais toujours, il y a des nouvelles idées. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que on s'est plutôt, je veux dire, toujours un peu raté sur chacune des actions qu'on a tentées. Mais ça, pour nous, c'est pris en compte, l'échec ou le fait qu'il y a des technologies, des techniques qui permettent de réduire tout ça. Le conseil que je veux donner, c'est que ça reste un outil. Si on veut réussir, il faut remettre l'humain au centre et surtout le fait que ce soit utile pour son quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Charlie Vio. Me remettre l'humain au centre. On va parler de ça, je crois, en entrée de la table ronde. Je vais demander à nos amis panélistes d'activer leur caméra, s'il vous plaît. Voilà, Paul, Jérôme, Alexandra, tu peux venir aussi avec nous autour de cette table ronde virtuelle. Alors bon, il y a beaucoup de richesses dans tout ce qui a été dit. Il y a aussi beaucoup de questions qui ont été posées, déjà 13 qui ont été résolues. De la dire qu'elles ont été vite répondues, voilà. C'est la beauté des réseaux sociaux, de ce que nous amènent ces magnifiques réseaux sociaux. Désolé. D'ailleurs, actuellement, je ne sais pas si vous remarquez, mais notamment dans les médias, il y a des gens qui utilisent cette terminologie, mais sans savoir qu'en fait, elle est fausse. Mais je vous laisse chercher dans votre mémoire. J'ai une première question que j'ai posée à Aline, parce que, en fait, Livio, il nous a parlé beaucoup de bien-être. Paul nous a parlé beaucoup d'écologie. Finalement, la digitalisation de l'entreprise, est-ce que c'est un peu le monde des bisounours ou c'est nos entrepreneurs qui sont des spécialement gentils là, autour de cette table virtuelle? Non, mais après, enfin, je crois que ça a été... C'est Alexandra, d'ailleurs, celle-là, cette question. Non, mais ça a été énoncé à plusieurs reprises, cette notion de stratégie qui souvent est quand même liée avec une vision. Alors, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas gérées par des entrepreneurs, mais plutôt par des gestionnaires. Donc, c'est plus compliqué quand on a des gestionnaires d'avoir des gens qui ont vraiment une vision avec certaines valeurs, il y en a, mais là, on a en face de nous des entrepreneurs qui sont des porteurs de projets, qui viennent avec leur vision, et je pense qu'à ce titre-là, quand on a ce type de profil, à partir du moment où ils ont effectué des transformations, qu'elles soient énergétiques, numériques
ou autres, ils sont forcément convaincus de ce qu'ils défendent. Ce n'est pas des bisounours. Je ne suis pas sûre que ce soit représentatif à large échelle. Et je pense que moins on a compris les enjeux réels, moins on a ce type de valeur, ou alors on est plus proche de la culture que j'évoquais aussi, d'une culture plus nord-américaine, ou si on va encore plus à l'extrême sur le côté chinois. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux ou les mêmes valeurs, mais parce que justement, on n'a pas la même culture, pas la même éducation, pas les mêmes raisons d'être. Donc, je pense que c'est un, culturel, et puis deux, assez personnel malgré tout. Merci, intéressant. C'est vrai que si on prend un petit peu les chiffres, hein, des organisations, ça donne un petit peu le tournis, hein, notamment cette question du remplacement, je dirais, de l'humain par des robots. Peut-être Livio et Paul, je ne sais pas si vous avez fait cette analyse chez vous, hein, vu que vous êtes des entrepreneurs là autour de cette table, Jérôme en est un aussi, mais tu parlais plutôt au niveau en tant que spécialiste du domaine. Livio et Paul, est-ce que vous avez analysé un petit peu le pourcentage des tâches finalement qui pourraient être remplacées par des robots à terme? Alors, celle qui vous avez peut-être déjà fait, évidemment, vous avez fait un énorme travail dans ce domaine, mais est-ce que vous avez fait cette analyse ou pas, hein? Je ne veux pas vous prendre à froid, mais finalement j'ai peut-être fait quand même. Je ne sais pas, Paul. Je ne sais pas où est la limite, mais c'est vrai que nous, des fois, on se rend compte que déjà, l'humain est au cœur de la démarche, mais des fois, en fait, c'est à trop vouloir digitaliser, etc., en fait, on est plus mauvais que si on avait juste laissé le truc simple et que l'humain reste dans le contrôle. Je prends un exemple, je sais pas, un robot qui mettrait une carotte, je ne sais pas comment il contrôlerait la qualité. Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver nouveau dans un système industriel? En tout cas, ça ne correspondrait pas à la démarche qu'on veut faire. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. On parle de voitures automatiques, on n'y est pas encore, mais le jour où ça arrive, les courses, elles vont comment chez le client dedans? Il n'y a pas une discussion qui s'installe. Enfin, nous aussi, dans la façon dont on fait les choses, je dirais, on tient compte du fait qu'on veut être différent à tous ces niveaux-là. Ça fait partie de notre démarche. Donc, Mais par contre, il y a beaucoup de, si vous pouvez le paraphraser, il y a beaucoup de pragmatisme nécessaire pour savoir oui. finalement ce qui doit être automatisé ou pas. Je ne sais pas, Jérôme et Aline, alors peut-être, puis après Livio, peut-être si tu as une chose à dire cette question des tâches, mais ce pragmatisme finalement entre ce que l'humain fait, ce que la machine doit faire, où est la frontière, tu vois ça comment là? Peut-être, moi, je peux vous dire l'expérience que j'ai sur les demandes par rapport à l'intelligence artificielle puis l'automatisation, ces choses-là, quoi. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est le premier but que l'on a, c'est d'enlever les tâches à non-valeur ajoutée, quoi. Et j'ai lu une étude il y a récemment qui était assez surprenante. En Belgique, la sécurité sociale dépense plus d'argent en burn-out qu'en réel problème de santé. Je me suis dit, mince, c'est qu'on n'est pas dans le bon truc, quoi. Et nous, alors c'est clair, je n'ai pas une boule de cristal en vous disant pas de problème, l'IA ne va jamais détruire d'emplois, etc. Enfin, c'est pas là-dessus que je veux venir, mais sur le fait que déjà, on peut enlever beaucoup de tâches qui sont répétitives et qui sont très pénibles à faire, quoi. Et puis, rajouter de la valeur ajoutée là où on est pour répondre 53 fois à la même question d'affilée dans la même journée, pas sûr que ce soit très passionnant. Donc voilà, donc on est plus dans la recherche peut-être de la qualité. Ce que disait Paul tout à l'heure, sur par exemple le robot qui met la carotte, ok, mais il faut voir aussi une histoire de coût. C'est-à-dire combien coûte le robot, finalement, est-ce que c'est vraiment très utile de faire ça? Voilà. C'est un peu comme le robot qui racle, quoi. Aline, je ne sais pas si tu voulais compléter ce que vient de dire Jérôme, sur cette question notamment de… Parce qu'on se fait souvent un petit peu peur avec ce monde digital, notamment avec le monde des robots. Et puis finalement, on se rend compte qu'en tout cas pour les quelques prochaines années qui viennent, on est essentiellement de l'automatisation de tâches qui sont justement récurrentes, qui sont des tâches un peu plus basiques, un peu pénibles, comme l'a dit Jérôme. Tu partages un peu cette vision-là. C'est quoi ta vision? Je nuancerais un peu le tout. C'est déjà il y a plein d'entreprises qui veulent digitaliser parce qu'elles veulent diminuer leurs coûts. Et il n'y a pas une vocation à enlever à des collaborateurs des tâches répétitives et ennuyeuses. C'est juste comment on peut faire pour faire la même chose moins cher, voire mieux, moins cher, sans toutes les contraintes. Sans toutes les contraintes. Mais de nouveau, on arrive sur des visions d'individus. Mais globalement,
quand tu pars dans les entreprises, on est quand même plutôt, et d'autant plus avec une crise économique qui se profile pour certains, on est plutôt en train de regarder comment on peut diminuer les coûts pour rester compétitif, parce qu'en Suisse, on a quand même un certain nombre de contraintes, on part des accords cadres, hein, je ne vais pas rentrer sur des notions comme celle-là maintenant, mais enfin, on a un environnement qui nous oblige aussi, si on veut rester compétitif, à procéder à un certain nombre de changements. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect sur la répétitivité des tâches, c'est là non plus, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Il y a des profils qui ne seront pas capables d'amener de la valeur ajoutée sur certains postes. Quand on me dit, typiquement, je travaillais pas mal avec les RH à un moment donné, puis qu'on voulait convertir des gestionnaires salaires, alors pas tous, hein, mais certains qui donc tournent la paye pour qu'ils deviennent créatifs ou HRBP ou je ne sais quoi. Tout le monde n'a pas ces compétences-là. Donc, il faut aussi être pragmatique dans cette façon de voir les choses et admettre qu'il y a des gens pour qui ça va être excessivement compliqué de faire plus que des tâches répétitives, soit parce qu'ils n'ont pas été formés, soit parce qu'il y a un problème de langue, soit parce qu'il y a un contexte qui fait qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis là, on peut bien me parler on va les utiliser à faire des tâches plus créatives, etc., plus intellectuelles. Non, enfin, il y a des catégories où il y a des profils qui en plus étaient très contents de faire les tâches qu'ils faisaient. Hein. Vous dites à certains, on va changer ton job parce qu'il est pénible et répétitif. Ils disent non, mais surtout pas. Moi, j'aimais bien qu'il soit répétitif. Donc, on a des gens qui aiment aussi le côté répétitif. Voilà, pour faire très court. On pourrait encore parler de ce qu'il y a derrière les tâches automatisées, mais je vais m'arrêter là. Christophe, Si, vas-y, oui, Livio, excuse-moi, je donne la ouais, parole. écoute, pour répondre à ta question, l'automatisation, ce n'est pas un fin en soi. L'objectif, c'est de voir… Le combat contre les machines est perdu d'avance. Tout ce qui est technologisable sera technologisé. Donc, pour nous, ce qui est important de voir, c'est… Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas une règle qui est égale pour tout le monde. Tout dépend du point où tu pars. Effectivement, nous, on s'est confronté à des cas de gens qui ont pensé ne pas être capables, grâce aussi au fait que cette nouvelle technologie devient beaucoup plus intuitive, ont beaucoup plus intérêt et puis curiosité à s'y approcher. Après, je suis d'accord avec Aline, on n'est pas tous pareils. Il y a des sociétés qui ont un passé différent, surtout ceux qui ont beaucoup développé l'emploi dans des périodes qui n'ont pas pensé probablement à automatiser ou simplifier. Aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec beaucoup de monde et il faut qu'ils fassent un choix. Ceci dit, pour moi, l'autre aspect de cette question est lié à une transition. Il y a effectivement, on est dans un point de discontinuité. L'histoire n'est pas toujours linéaire. Aujourd'hui, nous sommes en changement. Face à ce changement qui va très vite, et effectivement, il y a des gens qui non seulement n'ont peut-être pas les capacités, encore que je doute, mais surtout, il y a des gens qui ne veulent pas faire le pas. Et ça leur allait très bien quand le téléphone avait 9 touches et un 0, et ça leur arrangeait très bien. Et aujourd'hui, quand tu dis non, mais tu peux te faire le café avec, ça ne les intéresse pas. Donc, effectivement, on a une transition à gérer, mais nous, on a un rôle à jouer dans cette transition. Comme j'ai déjà dit, nous, ces gens, on a essayé quand même d'accompagner la sortie. Ils ont en général beaucoup de connaissances et ces connaissances, on ne veut pas les perdre. On peut les confier à un système. Et surtout, l'autre chose qu'on peut faire, c'est mettre beaucoup, ça a été mentionné, ce n'est pas parce que c'est digital que c'est beau, essayer de rendre le plus intuitif possible le système. Parce que c'est ça, le futur. Et les nouvelles générations sont déjà nées. Tu donnes à un gamin ou une gamine de 2 ans une tablette et ils savent déjà la faire fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est intuitif et parce que c'est né avec. Toi, tu l'as fait déjà bosser sur ta production, quoi. Ah ben oui. Non, mais c'est ça. C'est que nous, on a, comme je dis, cet exemple d'une personne qui était au magasin,
qui mettait les pièces, etc., etc. Et moi, je trouvais ça favorisant parce qu'en plus, on en a fabriqué de plus en plus. Et l'idée, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Eh bien, on a choisi ensemble. C'était un projet porté par un peu pour tout le monde. Et aujourd'hui, il a rendu le plus intuitif possible ce robot humanoïde qui, lui, il travaille aujourd'hui 24 heures sur 24 avec, voilà. Est-ce qu'il a piqué le job à quelqu'un? Non, parce qu'il fait autre chose. Non, c'est un business qui est intéressant, mais c'est vrai que quand on a voilà, quand on a des collaborateurs, nous, chez nous, on a fait l'analyse, c'est le coup, on est 105 personnes, on sait qu'à 5 ans, on a 40 à 50% des tâches qui vont être faites par des robots. Puis c'est vrai que du coup, partie de ce principe-là, cette question de l'accompagnement déjà des collaborateurs, de la définition finalement de ce qu'ils sont censés faire dans 5 ans, c'est déjà un travail qui n'est pas évident. Mais après, le fait de dire, mais comment est-ce qu'on va les amener finalement à ces nouveaux skills? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le reskilling, enfin, ouais, tout le travail ou l'upskilling, comme vous voulez. C'est quelque chose qui est massif pour les organisations. Et puis c'est là un petit peu où je vais un petit peu vous entendre, les différents panélistes. Mais en fait, on a l'impression aujourd'hui que tout ce qu'on a dit là est logique, est intégré, mais on a l'impression que les PME, finalement, ne bougent pas ou ne bougent pas suffisamment vite. Alors, est-ce que vous avez, vous, une vision sur les freins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les PME ne bougent pas plus vite? Aline, et puis après Jérôme, peut-être aussi sur la question plus… allez. Bon, alors je vais pas faire de généralité parce que c'est toujours difficile de mettre tout le monde dans le même sac. Mais globalement, enfin, ce que j'ai pu observer dans mes différentes fonctions, c'est que même si on est dans des périodes difficiles, alors maintenant plus particulièrement, mais avant un peu moins, cela dit, je parle pour avant et quand même pour ce que j'entends maintenant, en Suisse, on a quand même de l'argent. Enfin, les entreprises, elles ont pas mal thésaurisé. On est plutôt prudent dans les investissements. En plus, on est très vigilant sur les risques. Donc oui, c'est vrai qu'on thésaurise. Voilà, on a une jolie petite trésorerie qu'on sortira un jour quand il y aura vraiment besoin. Pour la plupart, hein, je ne dis pas tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en difficulté. Voilà, donc un des freins qu'on a, c'est qu'on a trop d'argent. Il n'y a pas de sentiment d'urgence particulier qui, à un moment donné, vous dit « Ok, c'est soit maintenant on bouge, soit on est mort », qui serait la première option, c'est ce sentiment d'urgence. Deuxièmement, je reviens sur ce que j'évoquais avant, qui est d'avoir des patrons qui ont une vision et puis qui s'alignent en fait avec cette vision en disant si je veux rendre le monde meilleur, si je veux mettre l'humain au centre, si je veux faire participer à la transition énergétique, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre avec mon entreprise pour le faire? Donc, c'est quand même déjà deux conditions qui font qu'aujourd'hui, entre ceux qui n'ont pas besoin, ceux qui ne voient pas, parce que pour faire, il faut quand même comprendre un petit peu ce qu'on est censé faire, ça fait une majorité de gens qui soit n'ont pas besoin, soit qui ne voient pas ou qui, comme ils ne connaissent pas, ne savent pas comment commencer, donc préfèrent pas commencer du tout, ou alors qui ont essayé mais qui ont fait un peu n'importe comment, sont échaudés puis disent non, mais on a déjà essayé, la digitalisation, ça ne marche pas. Donc voilà, si tu fais un peu la somme de tout ça, tu as les fameux qui ressortent dans les études où on voit que, je ne sais plus, 80% des PME en Suisse n'ont pas encore ou sont en réflexion sur leur digitalisation. C'est un luxe. On peut se permettre d'être en réflexion. Puis quand tu ne peux pas te permettre, il y a des pays aujourd'hui en Afrique, ils n'ont pas réfléchi. Ils sont allés, mais parce que marche ou crève, donc marche. Ah, excellent. Moi, je veux bien… Jérôme. Moi, j'arrive à partager un truc, juste une image pour symboliser ça. Vous voyez mon écran bien? Ouais. Voilà. C'est à peu près ça, quoi. Donc, des fois, il y a des gens qui sont un peu trop la tête dans le guidon et qui disent non, mais c'est pas pour le moment, j'ai pas le temps ou j'ai pas, enfin, c'est pas la priorité numéro un. Puis dis mais mon Dieu, réveillez-vous parce que c'est pas une priorité numéro un maintenant. Et puis le problème, c'est que quand vous aurez conscience que ça devient une priorité, ce sera peut-être trop tard, quoi. Voilà. Merci, intéressant. J'ai une dernière question, malheureusement, parce qu'il est 18h19, on doit clore à 18h20, ça passe hyper vite, mais il y a Arnaud qui pose une question vraiment très pragmatique, puisque voilà, on parle maintenant du moment qu'on a la vision, puis qu'on dit, OK, il faut que je fasse le pas, il faut des compétences, métiers, IT, qui ne sont pas toujours disponibles dans une PME, comme l'explique Arnaud. Comment choisir entre internaliser, externaliser, et puis dans l'externalisation, la question du nearshore, du local, du offshore, toutes ces analyses. Alors, je pense que Aline, toi, tu as dû faire dans le cadre des différents mandats. Si on devait prendre le problème par un bout, par quel bout on prendrait ce problème-là?
Donc, c'est assez symptomatique parce que pour moi, le comment, finalement, c'est le dernier pas. Enfin, si tu en es au comment, c'est que tu as déjà fait le pourquoi et le quoi. Donc, le comment, il dépend. Là, de dire est-ce qu'il faut internaliser, externaliser, chez qui il faut externaliser, j'aurais une réponse d'administratrice qui consisterait à dire ça dépend. Et sans connaître la stratégie, les ressources à disposition, les objectifs qui ont été mis, les valeurs aussi, parce que tu peux avoir des valeurs qui font que tu n'iras pas faire du offshore, tout simplement parce que ce n'est pas dans ta philosophie. Enfin, ça dépend de tellement d'éléments que de donner une réponse toute faite en disant engagez quelqu'un ou mettez à l'externe, faites ci, faites ça, ce serait ultra présomptueux sans connaître le contexte de l'entreprise et sa stratégie propre. Merci. Hop. Ouais, excuse-moi, Paul, Non, non, peut-être. vas-y, Paul. Jérôme, tu voulais juste intervenir sur ce que vient de dire Brièvement. Aline, parce que je vais poser une question un petit peu à côté. Ouais, ouais, juste sur ce qui est intervenu. Vas-y, Je ouais. pense qu'il y a quelque chose que l'on doit mettre dans la balance. C'est Mm. quelque chose qui est important aujourd'hui, c'est la souveraineté de nos données et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Et donc, en fait, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est dire, on a quoi, la ligne l'avait dit en introduction, on a le choix entre les Américains et les Chinois, si on peut avoir des solutions européennes avec des données qui sont restées en Europe ou en tout cas en Suisse. C'est aussi un choix que l'entreprise doit faire par rapport à ça. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'important. Mais voilà, c'était juste pour Merci. compléter ce qu'a Et dit Aline. peut-être un petit point. Oui, vas-y, Paul. Aussi, enfin, internaliser les métiers de l'IT et mettons une entreprise qui n'est pas beaucoup là-dedans et qui start, ça va être compliqué parce qu'il faut quand même toutes ces compétences d'un coup. Donc, peut-être commencer avec un peu d'externe et internaliser des postes de suivi ou de product manager, mais je n'irai pas tête baissée si c'est tout nouveau pour l'entreprise. Vous avez commencé, Paul, et puis c'était la dernière question que je vais poser, mais c'est une question qui a été posée par quelqu'un Oui. qui est parti là, mais c'est pas très important. Mais c'est la question finalement du growth hacking. Donc, toi, tu as un business de plateforme. Donc, en fait, un business de plateforme, ben, il faut un certain volume finalement pour que ça fonctionne. Et ça, on a tous en tête, on a tous l'impression que c'est hyper cher finalement de mettre en place, voilà, de lancer cette organisation, puis de faire finalement des users, des utilisateurs, des clients. Toi, sur cette question-là? Alors, moi, j'ai commencé en mode vraiment lean startup, c'est-à-dire j'ai plutôt pris une plateforme qui existait en licence que j'ai un peu customisée pour tester le marché. Okay. J'ai commencé tout seul et après gentiment. Et dès qu'on avait atteint un certain niveau de volume, du coup, ça m'a permis de financer et de trouver aussi des investisseurs qui viennent financer la plateforme. Ouais, il y a beaucoup, c'est quand même un investissement de base qui correspond pour moi à l'ouverture d'un magasin. Là, il faut plusieurs centaines de milliers de francs pour faire une plateforme, je pense, qui tient la route actuellement. C'est une chose qui n'a pas été beaucoup évoquée aujourd'hui, mais on ne peut pas tout évoquer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe tellement de ressources déjà disponibles, déjà développées. C'est ça que c'est clair que déjà d'essayer d'intégrer un petit peu ce qui existe, en tout cas dans les phases de démarrage, puis après, ben voilà, de tester, etc. Pour pouvoir tester le client, pour tester finalement le besoin avant d'investir trop dans des outils qui finalement répondent pas aux besoins. Absolument. Christophe, excuse-moi. juste ajouter là-dessus. Moi, je pense que effectivement, ça, c'est le point. Il faut s'impliquer. Ça veut que la direction soit impliquée, que ce soit un projet porté globalement. Après, effectivement, les solutions, l'avantage en Suisse, c'est qu'il y a beaucoup de startups et beaucoup de gens qui ont des idées. Je conseille de garder toutes les données en Suisse et, pour des raisons évidentes. Mais le point principal, c'est que on ne peut pas déléguer à quelqu'un, la direction, il faut que soit impliquée, on ne peut pas déléguer à quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui prenne des décisions pour nous. C'est, comme j'ai dit, tout évolue rapidement. Merci beaucoup, merci. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, un grand merci à nos panélistes, un grand merci aux participants. On a eu beaucoup de questions posées auxquelles vous avez répondu bien scolairement. Et à certaines, on n'y a pas encore répondu, mais on vous propose de les compléter puis de vous envoyer ensuite un document avec la synthèse de toutes les questions et de toutes les réponses. En tout cas, un tout grand merci à vous, panélistes, un grand merci à vous, participants, puis un grand merci à toi, Alexandra, et la Chambre de commerce. On termine ce soir ce cycle de conférences qu'on a commencé au plus fort de la crise l'année dernière. Et pourquoi est-ce qu'on termine? C'est parce qu'on se réjouit de boire l'apéro toutes et tous ensemble et on espère, en terminant ce cycle de conférences avec vous, avec toi, Alexandra, qu'on va provoquer la réouverture des apéros et des events en présentiel. D'accord? C'est la meilleure des conclusions et en plus, elle est parfaitement juste pour les petits événements où on reprend le présentiel. Donc, pour ceux qui s'inscrivent à des événements que nous organisons ou co-organisons,
regardez bien ce qui est indiqué sur le site web parce que dès que c'est possible, tant que ça sera possible en fonction du nombre de participants, on va refaire du présentiel. Super. Eh bien, merci. On se réjouit de vous voir toutes et tous. À tout bientôt. Un grand merci. Prenez Merci. soin de vous. Au revoir. Bonne soirée.